La Galerie 21 me permet de découvrir Alain Jacques, qui est très connu. Je crois vous avoir déjà vu dans une manifestation qui était sur l'abstraction toulousaine, je crois, avec d'autres peintres que je connaissais qui se déroulaient dans plusieurs lieux sur Toulouse, je pense, Oui, oui. maintenant. Mais c'est une découverte, véritablement, où, dans un premier temps, on peut se poser les problèmes de la technique ou de ce qui est à l'origine de cela. Mais finalement, ce qui s'impose, c'est une fascination poétique pour laquelle on oublie effectivement ce qui a pu la provoquer. Vous dites là dans cet opuscule-là, l'œil du carré, que ce bleu est une brûlure, comme une brûlure. J'ai lu ce que vous écriviez, qui est remarquable aussi au niveau de l'appréhension de votre travail et de tous les liens qu'il peut y avoir avec les théories de la perception, de la couleur. Voilà, alors, sur ce lien, justement, qui peut faire écran entre la technique et puis ce qui est ressenti, au fond, en tant qu'unité d'œuvre d'art. Est-ce que vous pouvez me... Je sais pas, c'est peut-être pas une question... Faut toujours trouver un axe introductif. Vous avez choisi un axe introductif qui me plaît beaucoup parce que déjà, vous dépassez justement cette première appréhension que peut avoir le public, à savoir mais comment est-ce que ça peut fonctionner, comment est-ce que ça marche. Le fait déjà d'inscrire ça dans une dimension poétique, moi ça me permet de rebondir sur quelque chose qui est fondamental dans ma démarche, c'est qu'au point de départ, je n'y mets pas de poétique. En fait, j'ai d'abord été confronté à un état de la matière, qui est ce pigment bleu. D'ailleurs, je préfère le terme de pigment au terme de bleu, parce qu'on est sur un point, si vous voulez, de substance, plus que sur un point de perception. Le bleu est une perception que partagent beaucoup de personnes, a priori. En revanche, un état pigmentaire, ça vous met dans une posture un petit peu différente, c'est-à-dire une interrogation. Moi, j'ai découvert ce pigment d'abord comme une anomalie, à savoir comment est-ce qu'une matière peut avoir une possibilité d'iridescence. Donc c'est une intuition au départ qui va me pousser, j'aurais presque envie de dire malgré moi, à percer cette énigme-là, donc à me comporter plutôt comme un chimiste, plus que comme un artiste, tenter si vous voulez, d'une certaine manière, de décortiquer les composés, les propriétés de ce pigment. Donc faire des essais au départ. J'ai fait beaucoup d'essais. Pendant 2 ans, j'ai essentiellement manipulé le pigment. Et je me suis laissé en fait guider par une intuition, c'était absolument pas cérébral, donc c'était vraiment une intuition au départ de me dire qu'est-ce que je peux faire avec ce pigment-là en fait. Donc, encore une fois, tout en restant fidèle à ce désir d'explorer la matière, je me suis progressivement fabriqué, on pourrait dire, une démarche, un processus, on pourrait dire un protocole. Le protocole, il est le suivant. Peut-être qu'un certain cartésianisme me pousse à me dire quelle forme me semble être la plus adaptée à ce pigment. J'ai choisi le carré. Et j'ai poussé en fait la chose jusqu'à la définition de ce qui pourrait être une équation. Donc il y a 2 ingrédients, on va dire, actifs dans mon travail. Le premier, c'est le carré bleu, tel que chacun l'imagine. Et le deuxième ingrédient, par contre, celui-ci, il était plus lié à ma personnalité, aux études que je faisais à l'époque, c'est le livre. Mais le livre pris dans sa globalité, c'est-à-dire sans sélection a priori d'un contenu particulier, le livre, pour sa matérialité,
pour sa forme comme pour son contenu. Donc mon équation, elle a commencé comme ça. J'ai associé le pigment d'abord à la matérialité du papier. Donc après, ça relève de l'anecdote. Plonger des livres dans des bains de bleu, souvent mélangés avec des produits chimiques. Voilà, donc j'ai mis une petite étude d'ailleurs, qui est une des premières études comme ça, où j'étais un peu confronté à un moment donné à une démarche plutôt picturale, recomposer d'hypothétiques carrés en fonction de cette matérialité changeante. Et Plusieurs états. Plusieurs états. Voilà. Donc ça a été le déclenchement, que je l'ai appelé décantation, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de bains, ça trempait, ça suintait. Bon. Et puis, encore une fois, tout à fait dans le prolongement de ce processus, je me suis dit, si j'utilise la matérialité du livre, pourquoi je n'utiliserais pas aussi la forme du livre et, bien évidemment, le contenu du livre. Donc, par la suite, ce sont plutôt des extraits de livres, des extraits de textes, voire des livres dans leur globalité, qui vont inspirer la suite du Carré Bleu à écrire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre première question. Je n'ai pas en soi d'affinité lyrique ou mystique avec le bleu. Je suis bien obligé de le présenter tel quel, parce que j'ai quand même un prédécesseur important qui s'appelle Yves Klein. Moi, je n'ai pas voulu voir le bleu d'abord, j'ai d'abord voulu voir la luminosité du pigment. Et vous pensez que vous n'y arriverez pas, cette mystique? Alors je joue beaucoup avec, figurez-vous. Je joue avec. Parce que j'ai la chance d'avoir un entourage, des amis qui sont plutôt dans cette, voilà, cette veine. Qui sont très vite inspirés, on va dire, par l'immanence du bleu, voilà, déjà à commencer donc par le ciel. Et là, c'est là que se joue vraiment pour moi la dialectique des rencontres. Le poète voit dans le ciel bleu une mystique. Moi, j'y vois d'abord une diffraction de la lumière. Bon, après, c'est très intéressant parce que ça vous permet de jouer avec de plus en plus. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné accepter l'idée que le bleu soit pour d'autres personnes quelque chose qui relève de cet univers-là. Donc j'aime en jouer. Lorsque je travaille par exemple avec des billes, notamment que j'ai intégrées dans mon travail, je fais des dessins, j'incorpore des billes, je fais ce qui pour moi est un travail qui reste plastique. Ce sont des traits et des petites formes rondes qui y sont associées. Pour d'autres, ça va ressembler à des planisphères, ça va ressembler à des cartes de géographie, donc à une incitation au voyage. Alors voilà, j'étais quand même pas mal marqué par ça, et notamment par certaines rencontres qui vous font évoluer. Mais il faut rester dans son schéma quand même. Vous savez, il y a des poètes qui partent aussi de ce qu'on appelle la concrétude. J'ai beaucoup connu un poète qui s'appelle Laurent Gaspard et qui emploie ce mot véritablement. Alors après, peut-être moi j'ai découvert ce terme iridescence, mais peut-être faudrait-il le préciser un peu par rapport à luminescence, ou est-ce que... On pourrait le préciser sans tomber dans une approche scientifique, mais l'iridescence est une propriété bien particulière de la lumière qui, encore une fois, me semble-t-il, si je suis la définition qu'en donne n'importe quel dictionnaire, la base même de la notion de couleur. La couleur n'existe que sous la forme de longueur d'onde. Donc c'est difficile à accepter, mais c'est une réalité. Moi, j'ai parlé d'iridescence parce qu'il me semble qu'on est sur quelque chose qui relève, si vous voulez, de la vision dérivée, décalée, c'est-à-dire que le pigment en lui-même n'émet pas une radiation lumineuse qu'on verrait d'une façon magistrale. Ça dépend d'un éclairage particulier. Moi, la première fois que j'ai vu ce pigment, c'était dans une cuve qui était plutôt dans une zone de pénombre. Et il se dessine effectivement quelque chose qui ressemblerait à une sorte de petite irradiation lumineuse. Mais voilà, après, quelle part dans mon œil relève de la vérité de la vision, vous voyez, bon. Mais il n'empêche que ça s'est produit. Donc l'iridescence, ça me semble plus délicat que la phosphorescence. Vous voyez, ça me semble plus fragile. Oui. Voilà. En revanche, le fait d'avoir travaillé après pendant 15 ans sur la question, peut-être que j'ai fabriqué une autre idée de l'iridescence, parce qu'à un moment donné, la luminosité du pigment, quand elle est couchée sur un support,
elle est peut-être plus marquante que la première fois que je l'avais vue. Je me suis fabriqué une iridescence, on pourrait dire, Maison. un peu contrainte. Maison, oui, pourquoi pas. Mais peut-être, hein, je peux essayer de donner une explication, mais je ne suis pas un scientifique, hein, c'est simplement du senti comme cela. C'est que l'iridescence, je pense, comme tu disais tout à l'heure, la couleur, c'est des longueurs d'onde différentes. Il arrive à un moment où, par exemple, hein, si on va l'œil humain va jusqu'à 400 nanomètres hein, en longueur d'onde, hein, à peu près. Hein, c'est à peu près ça. Mais il y a des couleurs qui existent jusqu'à 600, 700 nanomètres en longueur d'onde. Il arrive à un moment où cette iridescence, je pense que, comme on est dans les longueurs d'onde assez hautes, et bien finalement, pour les attraper et avoir une netteté, on est obligé de faire un décalage dans les longueurs d'onde parce qu'en fait, il n'y a plus la même longueur si on veut être net. Et donc, si on ne fait pas ce décalage comme ça par rapport à notre œil humain, eh ben, il y a une sorte qui flotte, enfin, c'est pas le bon terme peut-être, mais c'est ça qui doit donner l'iridescence. Et finalement, tu as donné le point où j'ai pu bien mettre le point par rapport à ce que tu dis. Après, moi, je m'écarte rapidement de l'approche scientifique des couleurs. C'est cette notion qui nous renvoie à ça. Mais finalement, au quotidien, moi, cette question, je me la pose pas tellement parce que très concrètement, le pigment, après, il faut le travailler, il faut trouver un moyen de le fixer, il faut le lier. Il y a tout après tout un processus de travail qu'il faut élaborer parce que je vais composer, si vous voulez, après un travail où ce qui m'importe, c'est la révélation de la lumière du pigment. Mais bon, il y a des paramètres qui sont des paramètres d'atelier qui ne relèvent plus, vous voyez, de la simple considération scientifique, quoi. Voilà, après, ça devient vraiment un travail d'artiste, une démarche d'artiste, parce que je veux telle luminosité. Quand on a décidé de ne faire que des carrés bleus depuis une vingtaine d'années, il faut à un moment donné que dans le processus, le carré bleu qui renvoie à un texte ne soit pas le carré bleu d'un autre texte. Donc, vous voyez, on est sur d'autres intentions. Et par rapport à cette pureté du carré, effectivement, à quel moment vous avez découvert finalement ces décalages et qui introduisent Là, je vais vous répondre, une autre dimension? Je vais vous répondre très simplement. Vous n'ignorez rien d'un certain Nicolas de Staël qui disait qu'il progressait d'accident en accident. Bon, moi, ce terme, j'ai toujours trouvé intéressant. Je progresse de la même manière, c'est-à-dire que en composant, en travaillant, on finit par découvrir des choses qui peuvent être ratées sur le moment, qu'on va réutiliser après de différentes manières. Donc, au départ, c'est vrai que je travaillais sur papier, puis après j'ai découvert des transparences nouvelles. Donc, cette idée de créer ces décalages sont liés à une certaine manière de faire, sont liés à des jeux de reflets. Là, il se trouve que sur les trois petites pièces qui, j'imagine, sont à l'origine de cela, il y a aussi la petitesse du carré, il y a le fait que les angles, si vous voulez, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'utilise le carré, les angles renvoient différemment la lumière, donc ça se heurte, ça se casse. Évidemment, les systèmes d'éclairage, la luminosité naturelle va venir interférer là-dedans. En fait, quand vous travaillez une lumière, en fonction après de l'exposition de cette lumière, elle peut jamais être la même, elle est tout le temps changeante. Alors moi, les carrés, je les connais. Mais alors, ce que je ne connaissais pas, et je les rapproche un peu de ce que tu dis, c'est ce qui n'est pas carré, c'est-à-dire ce petit cadre-là, avec des triangles bleus, tu parlais d'angles, et puis un petit cadre qui est là-bas, avec un carré tout cassé, qui n'est pas bleu. Et je pense que ça fait partie justement de tes recherches, avant d'arriver au carré, ou tu vois, un peu comme un rêve. Pourquoi un carré là-bas? C'est pas un carré que tu as fait, mais c'est un ensemble de tes recherches mentales, tu vois. Je trouve qu'il y a un côté de toi que je ne connaissais pas dans cette écriture. Voilà. Le carré, il fait partie de ma syntaxe. Mais effectivement, un carré, il peut se décliner après différemment.
c'est aussi l'aléa de certaines rencontres. Le petit dessin en question, c'est un extrait d'un vieux manuscrit assez ancien où figuraient ces petites formes géométriques. Bon, c'était un ouvrage de mathématiques qui décrit ces formes. Il y a des carrés, il y a des triangles, il y a des losanges. Bon, en fait, j'ai simplement repris cette petite étude parce que je n'ai fait que colorer les petits triangles. Ça me faisait penser à des toits, en fait. Et ce que j'ai fait dans cette petite étude, c'est à partir d'un manuscrit de mathématiques que je n'ai pas retouché, j'y ai vu des petites maisons. Voilà, donc je n'ai fait que appuyer sur un élément, à savoir cette forme triangulaire qui me faisait penser à un toit. Donc j'ai bleuté d'une certaine manière le toit. Et voilà, mais à un moment donné, le carré, il peut se manifester sous des formes plus inattendues. Bon, par exemple dans des polyèdres. C'est pareil, un vieil ouvrage dans lequel je vois toute une construction de polyèdres. C'est un ouvrage de mathématiques qui décrit la construction des polyèdres. Je me suis dit, ça c'est super intéressant. Donc à partir de l'ouvrage que j'ai découpé, j'ai construit le polyèdre dont il était question. J'ai broyé le reste du livre pour en faire le polyèdre qui était décrit dans le livre. Et j'ai tenté ensuite de le transférer dans mon processus habituel, c'est-à-dire un polyèdre de lumière sur une surface plane comme je le fais habituellement. Mais il y a des jeux comme ça qui sont liés aussi à ce qu'on peut rencontrer. Donc comme ce fameux livre, c'est la deuxième donnée importante de mon équation, quand certains livres retiennent mon attention, ça peut être aussi pour un simple petit dessin que j'ai entreaperçu dedans. Donc je me l'approprie et je le rejoue un petit peu à ma sauce, à ma manière. Que tes rêves sont des rencontres avec certaines formes, certains mots, et que finalement, on dit que le rêve c'est constructeur. Tu vois, moi ces deux cadres-là, pour moi c'est très net. Hein. Eh bien, ça construit quelque chose, c'est en mouvement, hein, t'es pas arrêté là, hein, tu continues. Donc ça permet une création. Voilà. Oui. Alors pour moi, c'est d'autant plus important que ça se retrouve là, et ça me rappelle quand même à une époque qui était peut-être une époque plus dure, où je travaillais dans le noir. Et la seule chose qui m'importait, ça a duré une dizaine d'années, la seule chose qui m'importait, c'était d'arriver à refaire ce carré bleu qui s'était imprégné, donc vraiment, moi je dis au fond de ma rétine. Et donc j'avais aucune considération pour le dehors, ce que j'appelle le dehors, l'extérieur. En fait, j'étais presque rentré dans une névrose de reproduire toujours ce carré bleu. C'est probablement d'autres lectures qui m'ont dit, mais il faut aussi intégrer l'extérieur. Et donc du coup, c'est peut-être aussi cet élément-là qui m'a fait sortir de la liturgie, entre guillemets, du carré, mais qui reste quand même une syntaxe importante. Mais je vais avoir des ramifications, c'est-à-dire que dans cette expo, par exemple, il n'y a qu'un seul grand carré bleu. Voilà, ça c'est ma syntaxe. Et je ne pourrais pas l'enlever. En revanche, tout le reste ne relève plus seulement du carré bleu. Mais c'est mon point d'équilibre. Moi, ça me renvoie à un autre artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Wolfgang Leeb, qui lui fait des grands carrés de pollen jaune au sol. Mais ça, c'est un élément de sa syntaxe. À côté de ça, il va y avoir les chambres de cire, il va y avoir... Bon, voilà. Et ces petits éléments de syntaxe, ils structurent la suite, en fait. On voit ton vitrail dans la chapelle de... Je ne sais plus quel est le nom de cette chapelle où tu nous as emmenés. C'est vrai que c'est aussi autre chose. Et c'est, comme tu dis, les irradiations, il y a quelque chose qui passe et qui relève quand même d'une certaine mystique. Je pense qu'on ne peut pas entrer dans cette chapelle et être indifférent à ton vitrail. Voilà. On entre dans une chapelle avec une certaine peut-être prière pour certains, tu vois. Tu entres là, tu viens dans la chapelle avec des mots que tu as, des idées, puis tout d'un coup on tombe sur ton vitrail et là tu captures finalement. Tu captures la lumière et tu captures aussi celui qui entre dans l'église, quoi. Le vitrail dont tu parles, c'est aussi, je pourrais te l'opposer, c'est aussi d'abord des carrés bleus en fait. C'est aussi des carrés bleus. Et c'est là que commence le début, on pourrait dire, du lâcher-prise. C'est-à-dire que moi, je n'y suis pas au quotidien. Mais effectivement, à un moment donné, il y a ce vitrail bleu qui s'inscrit aussi dans la tradition du bleu, parce qu'on n'est pas obligé on peut aussi parler de ça. La tradition du bleu, elle existe depuis longtemps, la symbolique du bleu. On sait très bien,
ce qu'était le bleu dans les vitraux, à quoi il a servi. Le bleu, il a quand même servi à quelque chose de particulièrement précis. Il venait casser, on pourrait dire, la symbolique du rouge. À partir du XIIe siècle, on l'utilise notamment pour ça. Bon, là, c'est une monochromie bleue. Ma foi, j'avais une chance dans ce vitrail, dans ce projet, en fait, parce qu'en fait, c'était un projet, c'était un appel à concours. Devant le vitrail, il y avait une vierge du XVIIe siècle. Et en fait, il fallait composer un vitrail derrière la Vierge. Et je crois que j'ai été le seul à ne pas mettre la Vierge dans le vitrail, justement, parce que j'avais considéré qu'elle était déjà devant. Donc en fait, je lui ai fait son manteau d'une certaine manière. Je lui ai fait son manteau bleu. Voilà. Saint-Savin, c'est l'abbatiale romane de Saint-Savin, dans les Hautes-Pyrénées. Décontractons-nous et vraiment parler de ce que vous voulez, hein, vraiment absolument tout ce que vous voulez. Hein. Non, moi je pensais à quelque chose de la nature, hein, c'est-à-dire le papillon bleu qui est irisé et l'oiseau, le colibri, qui a des bleus, je retrouve les beaux bleus. Et c'est pareil, ça fait un relief, la plume fait un relief, en fait, il y a même un artiste qui a créé des tableaux avec des ailes de papillon. Bon, ça c'est encore autre chose, mais vous vous rapprochez aussi quelque part de ce qui existe dans la nature finalement. Même si c'est synthétique, vous avez bien précisé que c'était un bleu synthétique, si j'ai bien compris. Ah oui, pour le coup, oui. Le pigment que j'utilise, c'est un bleu de synthèse, voilà. qui a été en fait formulé chimiquement au XIXe siècle pour remplacer le lapis lazuli, qui était un pigment extrêmement cher. Et il se trouve que la chimie, elle est capable de faire des fois des choses qui sont plus efficaces que la nature. Oui, bon. Et effectivement, cette question de la nature, après on peut élargir, hein, cette question de la nature, comment l'artiste il se positionne par rapport à la nature, ça aussi c'est intéressant. Alors, vous voyez par exemple, votre approche du bleu renvoie à ce que j'appelle moi des consciences passagères, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à la littérature et notamment à la poésie, il faut voir tous les extraits qu'on peut trouver. Il y a d'ailleurs plusieurs auteurs qui ont tenté de recenser toutes les formules poétiques autour de la question du bleu. Mais les ailes du papillon bleuté vous emmènent dans un univers autant qu'une alouette qui traverse le ciel. Je les ai recensés d'ailleurs à un moment donné parce qu'il fallait que je me positionne par rapport à ça. Mais effectivement, vous avez raison, au bout d'un moment, le travail que vous pouvez faire, il va renvoyer à quelque chose qui est tout à fait, presque, qui pourrait être littéralement opposé à votre démarche. Si vous me parlez du battement de l'aile, vous voyez, toute cette poétique-là, elle vous appartient, et d'une certaine manière, peut-être qu'on peut la déclencher, mais voilà, cette question du bleu, c'est quand même déjà, il faut le dire, une question de conscience. Chacun a son idée du bleu. Oui, bien sûr. Un jeu d'enfance qui continue et qui se combine avec... Enfin, en vous, le savant, le cultiver aussi, puisque quand même cette fascination pour le livre et ce qu'on peut y découvrir au niveau des schémas, ou comme quand on a un très vieux dictionnaire encyclopédique, puis qu'on retrouve des choses comme ça qui provoquent effectivement. Donc j'imagine que vous avez gardé un esprit d'enfance, effectivement, pour... Oui, il y a vraiment cette idée d'être fidèle à ses intuitions, de suivre cette intuition-là. Moi, le jeu d'enfant, pour moi, je le traduirais par une autre formule qui pourrait être la poétisation de la science. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut jouer avec tout, et jouer avec la science, moi, ça me plaît. Vous parlez de souvenirs d'enfance, par exemple la vision vous savez, ces images d'oscilloscope, comment est-ce qu'on peut se les réapproprier. Je me suis rendu compte que c'est réapparu extrêmement tardivement et que désormais ça me parle, ça me plaît, parce qu'en soi le sujet, bon, on peut le trouver, vous voyez, le battement d'un oscilloscope, bon, quel intérêt. J'y vois maintenant, c'est vrai, j'y vois un intérêt. Et le jeu d'enfant, c'est aussi la progression, c'est la construction, comme dans une cour de récréation, d'un scénario. Donc oui, on peut. Moi, j'entends bien le terme
comme cela, oui. Ça reste un jeu. De toute façon, est-ce que l'art, dans l'idée que ce soit une recherche, une inventivité permanente, ça, pour moi, ça reste un jeu d'enfant. Est-ce que vous êtes proche de Bachelard ou pas? Je suis aussi proche de Bachelard que de Merleau-Ponty pour De la perception. oui, mais pour la fulgurance des fois de ce qu'ils ont pu écrire. Et je reconnais Les que formulations. les formules, Mhm. les formules aussi, c'est fou comme ça peut vous marquer. Et Gaston Bachelard, je dois bien l'avouer, il est à l'origine d'une série que j'avais réalisée à une époque-là. Il parlait souvent avec des termes qui invitent à la réalisation d'une image. Donc voilà, ce sont des formules poétiques aussi qui sont très, Il a qui sont marquantes. deux types d'images, il le dit dans un de ses écrits, une image de type illustratif et une autre de type créatif, quoi, qui a une effervescence créative. Ce qui est intéressant, c'est que le mot commande souvent la mise en image. Certaines citations de Merleau-Ponty ou de Bachelard, quand vous les lisez, vous avez envie de les représenter. Donc ça ne se limite pas forcément qu'à ces auteurs-là, mais c'est l'élément inattendu qui rentre dans un processus et qui fait que déjà vous ne vous répétez pas. Et puis vous sortez aussi de vos propres obsessions, vous allez vers d'autres mécanismes de représentation. Par rapport à ce que tu fais, c'est l'idée de musique. Et je me dis que finalement, ce serait un peu comme des accords. Des désaccords et des accords. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que tu écoutes? Tu vois, lorsqu'il y a une note, ce qu'on va prendre de l'aigu au grave, ou qu'on va casser, ou qu'on va, voilà. Un peu comme si tu triturais des notes, tu vois, et que ça donne finalement cette harmonie qu'on trouve. Alors, par rapport à la question de la musique, encore un domaine qui est assez fascinant. Qu'on considère que la note soit quelque chose de sonore, qu'on s'entoure de musique quand on travaille, c'est déjà intéressant. Mais il y a aussi quelque chose qui pour moi est important dans la musique, c'est sa dimension visuelle, notamment au niveau des partitions. Et quand on pense par exemple aux partitions de chant grégorien, ce sont des petits carrés, ce sont des neumes carrés. Et ça aussi, c'est la musique, forcément, c'est quelque chose qui coule d'une certaine manière. Il y a un processus auditif qu'on retrouve, à mon avis, dans le processus visuel. Donc, même si on n'est pas un grand mélomane, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que je confonds souvent, je serais incapable de te dire si c'est tel et tel type de musique. Enfin, si on parle par exemple de musique classique que j'écoute beaucoup, en revanche, cette musicalité, cette dimension de musicalité, pour moi, dans mon travail, elle est visuelle. Et c'est-à-dire que à la limite, je vais comparer ce processus à une partition en fait. Il y a des accords, comme tu le soulignais, des accords qui sont plus évidents que d'autres. Il peut y avoir des désaccords à un moment donné parce que on fait fausse route mais bon, ça relève. C'est pas le même processus, mais c'est un processus comme le processus en fait pictural. En tout cas pour moi, oui quoi. Oui, on pourrait dire que c'est une mélodie finalement. Une partition. Une partition. Une partition, parce que tu vois déjà mélodie, c'est trop mystique pour moi. Mais une partition, oui. D'ailleurs, très concrètement, à l'occasion d'une résidence d'artiste, on avait fait un travail complètement surréaliste avec des étudiants. On s'était vraiment basé donc sur une partition de chant grégorien. On avait reconstitué, on avait gommé justement les écritures de la mélodie. Et on s'était concentré uniquement sur les rythmes des carrés dessinés par la partition. Qu'on a réalisé grandeur nature, en volume. Donc en fait, une vingtaine d'étudiants à qui j'ai fait faire 900 neumes avec de l'aluminium compressé au marteau. On a même enregistré d'ailleurs les sons de marteau qui nous servaient pour le coup de mélodie. Et en fait, on a reconstitué ces partitions sur le sol pour créer un rythme visuel. C'est la basse. C'est ce que, alors maintenant, je le décline différemment. Là, je me suis amusé à la galerie 21.
parce que je les ai ils sont dans le fond de mon atelier à recréer une petite partition autour de l'arbre. Mais au départ, c'est censé représenter des neumes en volume et encore une fois ce rythme visuel qui est assez frappant sur les partitions de chant grégorien, si on veut bien accepter encore une fois l'intrusion du gommage dans l'écriture, en fait, dans le chant lui-même. Oui, il y a du volume qu'il n'y a pas dans la partie Carré, Exactement. Tu n'es pas seulement dans le carré, tu es aussi dans le cube quand même. Oui, bah oui, non, mais bien sûr. Disons que je suis dans la géométrie, voilà. Et c'est vrai que la géométrie, là, pour le coup, je me permets de formuler ma propre question et ma propre réponse. La géométrie, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Ça me raccroche d'ailleurs à une tradition artistique. Et c'est vrai que je dois bien admettre que mes pères, certains de mes pères, je vais aller les chercher du côté de Mondrian, de Malevich, et puis de tous ceux qui ont suivi, de Joseph Albers après. Mais je n'oublie pas non plus la fascination que j'ai pour certains peintres qui remontent à plus loin, de Giotto et notamment à Vermeer, à Cézanne. Et en fait, voilà encore comment est-ce que cette géométrie, elle est combinée par autre chose, par cette idée de la contemplation. Voilà. Donc, je me raccroche à la géométrie parce que je pense que la géométrie, c'est contenu dans toute chose finalement d'une certaine manière. Et il y a quand même quelque chose de fascinant de voir comment certains artistes ont traité de ces questions-là et jusqu'où est-ce qu'ils les ont amenées. Donc ça, c'est un bon fil conducteur pour ne pas se perdre. En fait, de cette partition, tu n'as pas voulu faire quelque chose hors de portée, sans faire de jeu de mots. Voilà, alors être hors de portée, on peut être, des fois pour certains, on peut être hors de portée. Il y a des gens qui pénètrent dans un univers, d'autres qui ne pénètrent pas, mais tu as raison. Disons qu'il faut rester honnête par rapport à ce qu'on a envie d'être et à ce qu'on a envie de faire, quoi. Voilà, donc bon, moi j'ai décidé d'être dans le carré bleu, je ne vais pas me trahir, donc je reste dans cet univers-là et je le pousse jusqu'à l'extrémité nécessaire. Mais par rapport à tout ce qu'on a pu dire comme ça, il y a une notion qu'on n'a pas peut-être abordée comme ça. Il faut énormément travailler. Sans le travail, on ne peut pas décliner des tas de choses comme ça. Mais on a perdu un peu cette notion de travail. Il y a beaucoup de travail avant d'arriver ou de sortir les choses. Ouais, il y a beaucoup de travail. Et alors, après, voilà, ce sont des travails à chaque fois particuliers. Je ne peins pas. Donc le temps, par exemple, du travail n'est pas tout à fait le même que chez d'autres types de peintres. Moi, mon temps de travail, par exemple, ça peut être des choses totalement insignifiantes, mais lorsque bon, j'ai des processus de travail pour arriver à coucher donc, le pigment bleu sur des surfaces, moi, mon travail, ça va être un travail de concentration pour éviter, par exemple, que mon pigment soit mal préparé, éviter les petites bulles parce que c'est une vraie catastrophe et qu'il faut tout recommencer, pour arriver à l'uniformité parfaite bon, d'un composé bleu. Je vais avoir... entre guillemets des ennemis que je dois combattre pendant ce travail-là. Donc voilà, l'orientation de mon travail est par exemple là. Après le travail, c'est aussi toute une démarche aussi. Ouais, il y a une réflexion, il y a ce qui marche, il y a ce qui marche pas. Des fois ça fonctionne pas, quoi. Donc j'abandonne. Il faut explorer en permanence. Il faut imaginer d'autres issues possibles. Et c'est peut-être un autre, c'est un autre processus peut-être que le travail du peintre. Lorsqu'on me demande si je suis peintre, j'ai du mal à répondre en fait. D'une certaine manière, oui, parce que il faut bien à un moment donné arriver quand je dis étaler sur ma surface cette uniformité bleue, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher en fonction de ma capacité sur le moment à le faire. Donc c'est quand même bien un travail de peintre. Lorsque je fais mes petits traits répétitifs réguliers, la notion de travail, c'est que si jamais j'ai un trait qui bave, alors que j'arrive à la fin souvent d'un travail qui est extrêmement long à faire, j'ai plus qu'à le jeter à la poubelle parce que ça va se voir comme le nez au milieu de la figure. Donc, ouais, on voit que ça. Donc, il n'y a pas de repentir. Voilà, il n'y a pas de repentir dans mon travail. Si ça rate, je peux tout recommencer. Et notamment dans les dessins. Pour moi, dans les dessins, c'est une catastrophe. Si c'est raté, je ne peux pas gommer.
Je ne peux pas revenir en arrière. Comme au moment où mon bleu commence à prendre, pardon, hein, s'il y a une poussière qui tombe à ce moment-là parce que j'ai mal préparé mon plan de travail, etc., je peux tout recommencer. Lorsque je gratte, parce qu'on n'a pas parlé de technique, et je vous en remercie d'ailleurs parce que souvent la technique, on s'en fiche un peu, mais c'est vrai que pour révéler la lumière dans mon travail, je procède par grattage. Et là, c'est pareil. Si j'incise la surface uniforme du pigment, je peux tout enlever parce que je ne pourrais pas le couvrir. L'incision, je ne pourrais pas la couvrir. Donc, ça va exiger une méthodologie très particulière. Voilà. Je pense à d'autres peintres, souvent, qui seraient plus inspirés sur le moment de leur création. C'est-à-dire qu'ils peuvent vagabonder, ils peuvent écouter de la musique, ils peuvent laisser aller leur pinceau. Moi, je ne peux jamais laisser aller mon pinceau, sinon ça ne marche pas. D'accord. Est-ce que vous prenez des notes de ce que vous réalisez et vous en servez après par la suite ou pas? J'archive tout. Oui. Mais alors, tout. Je compte tout. C'est absolument fondamental parce que sinon, je vais me perdre. Je ne peux pas me répéter, donc c'est vrai que là, j'ai une obsession pour ça, quoi. Tout est noté, tout est numéroté, oui, c'est important. Ouais. Pour revenir en arrière sur la question de la musique, je pensais aux recherches de Scriabine qui faisaient correspondre des notes et des couleurs. D'autres rapprochements, D'autres expériences. on ne va pas le citer, mais de Scriabine à Kandinsky, bon, il y a plein de références à faire. Moi, encore une fois, je vous le dis, je pense ne pas avoir une oreille déficiente, mais j'ai pas une oreille attentive. Je pense avoir un œil attentif, mais pas une oreille attentive. Donc je vous accorde le fait que la musique porte un travail pictural quand elle est suffisamment lointaine. Vous voyez, elle le porte comme une bulle en fait. Ça vous permet de vous concentrer, notamment quand il s'agit de choses très répétitives à faire. La musique, c'est un bon moyen, si vous voulez, d'être dans une zone de confort. Donc, oui, imaginons le moine enfermé dans sa cellule. Est-ce qu'avec un peu de musique, il aurait un peu de distraction? Et est-ce que la distraction, elle est constructive ou est-ce qu'elle vous perd, quoi? Mais je ne vais pas au-delà, si vous voulez, dans les recherches, par contre, entre le pictural et le musical. Je ne vais pas au-delà, faute de connaissances en matière de musique. Tu aurais l'œil absolu. Oula. C'est comme l'opéra. Non, mais je suis fidèle à mon... Je crois que les artistes ont quelque chose qui relève. Bah, Joël aurait davantage l'œil absolu. Disons que je fais confiance à mon œil. Je fais confiance à mon œil. C'est lui qui te guide, te met sur oui. l'échelle des lumières. Oui, alors après, on n'est pas... moi, l'œil, par exemple, je le pose beaucoup sur des tableaux, dans l'histoire de l'art notamment. Et ce que j'aime faire, c'est scruter un tableau pour arriver à voir des éléments qui permettraient de raconter d'autres récits. Alors chez Vermeer, évidemment, c'est absolument génial. Donc c'est ça, c'est plus l'observation de petits détails et ça vous nourrit inconsciemment. Hein. Moi, je pense que j'ai été très influencé par mon regard sur d'autres peintres, y compris des peintres très très éloignés de mon univers. Et donc c'est pas en soi une émotion devant une œuvre, c'est davantage une observation d'un petit détail dans l'œuvre dont on se demande ce qu'il fait là, pourquoi. Bon, prenons un exemple, hein, si on prend la laitière de Vermeer que tout le monde connaît, moi ce qui me fascine c'est le petit clou qu'il y a dans le mur derrière. Parce que ce petit clou il n'est pas là par hasard. Bon, voilà, là c'est l'exemple parfait du petit détail troublant. Ouais, il y a le côté détective, parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Ouais, il y a quelque chose qui se cache derrière qui est quand même super intéressant à aller chercher, à aller comprendre. Et quand on découvre pourquoi il y a le petit clou, oui, enfin tous ces. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cachets. Oui, bon, après voilà, les artistes, enfin les peintres, il me semble, parlent un langage commun
je fais partie de ceux qui n'auraient certainement pas pu continuer s'ils n'avaient pas eu un regard très aiguisé sur ce qu'est l'histoire de l'art. Pour moi, c'est fondamental, ça me nourrit en fait. Il y a d'autres, on va dire, créations artistiques qui relèveraient plus de l'intuition et qui sont absolument saisissantes. Bon, moi j'ai besoin de cet ancrage-là. J'ai eu par exemple besoin de comprendre pourquoi Malevich avait fait ce carré noir sur fond blanc. Vraiment d'aller chercher vraiment le fond du fond pour comprendre pourquoi et pourquoi ça vous marque tant, quoi. Si je voulais revenir sur l'anatomie du bleu que tu avais, parce que tu as baptisé l'exposition Anatomie du bleu, donc Oui. tu peux peut-être me dire pourquoi. Bah, Que ce soit toi qui parles un peu. Parce Tu que crois? tu as baptisé cette exposition un peu spontanément, sans qu'on en ait discuté, l'anatomie du bleu. Donc Oui. j'aurais aimé savoir pour Bah, quelle raison. Parce qu'en fait, d'abord, quand je suis venue dans ton atelier, on a découvert le bleu, qui est une couleur que j'aime bien. Mais surtout, quand ça a été surprenant, parce qu'on est arrivé dans un atelier d'Alain Jacques où c'était vraiment le savant fou. J'avais la sensation d'avoir quelqu'un, à contrario d'autres artistes qui vont avoir leur travail avec leur palette, les pinceaux, oui, c'est aussi un atelier, mais Alain Jacques, c'était vraiment plus le mathématicien, le chercheur, vraiment le savant fou. Géo trouve tout. Et c'est vrai que pourquoi je l'ai appelé l'anatomie du bleu, parce que au fur et à mesure que tu nous as parlé, j'ai découvert presque, le médecin ou le chirurgien de cette couleur, c'est-à-dire vraiment, tu vas rechercher dans les entrailles de tout ce qui peut te donner, voilà, toute cette étude-là. Donc pour moi, c'était vraiment une anatomie, comme on voit dans certains... dans certains peintres, ces écorchés, toutes ces études-là. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment, au fur et à mesure, tu fais vraiment, tu ne t'arrêtes pas, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment des expériences, tu vas décortiquer, tu vas analyser. Et c'est vraiment ce que je voyais dans ton atelier, entre toutes ces équations que je voyais partout. Et donc cette découverte du bleu qui était en plus magique, parce que je voyais véritablement la matière du bleu, c'est-à-dire que là je l'ai vu dans son état brut, cette poudre, et ce que ça donnait après, quoi. Donc pour moi c'était vraiment ça. Vraiment cette recherche-là, c'était, pour moi, tu es le docteur, enfin, un docteur. Je ne sais pas si tu soignes, mais en tout cas, c'est vraiment, oui, toute cette étude-là qui est présente pour moi. Entre autres du fait que tu nous donnes, par ce côté artistique, que tu nous donnes cette générosité de conception, de travail, de construction, qui est enfin, pour moi... que j'adore parce que j'aime beaucoup l'art abstrait géométrique, donc pour moi ça tombe pile poil. Mais ma question, par contre, elle n'était pas là. Ma question, c'était pas ça du tout. Tu t'es mariée avec le bleu, quelque part. Ah, oui. Et tu t'en lasses pas? Fiancé. Ah, ben oui, mais Fiancé. bon, tu es en droit de me poser cette question. Je vais quand même d'abord Oui, te dire pardon. pourquoi j'ai aimé le mot anatomie, Ah. parce que ce travail-là, il ne marcherait pas si le pigment n'était que quelque chose en surface. Mhm. Il ne fonctionne que parce Oui, qu'il oui. a une densité, Ouais. donc parce qu'il y a quelque chose qui relève de l'invisible, qui est dessous, Voilà. qui est la densité elle-même. La question légitime, c'est de savoir si je suis dans ma période bleue, si je la reformule, si je reformule la chose. Mais en fait, finalement, il y a plusieurs états du bleu. Je me rends compte qu'entre le point de départ et maintenant, je ne le travaille pas du tout de la même manière. Je ne travaille absolument pas de la même manière. Donc, je parlerai volontiers. Il y a eu le premier bleu qui était vraiment le bleu que j'ai travaillé dans le noir. Ce que j'appelle le bleu clair de ma deuxième phase, c'est le bleu suite aux lectures de Merleau-Ponty, c'est-à-dire le bleu confronté au ciel. Oui. La question du ciel et la question du bleu. Autrement dit, aujourd'hui, j'accepte de dire que on peut éventuellement voir dans un grand carré bleu un fragment d'immanence. Je l'accepte à la limite. Mais c'est déjà plus le même bleu. Mhm. Voilà.
Après, je dois reconnaître qu'aussi ma rencontre avec des spécialistes dans l'art géométrique a fait que, bon, que tu le veuilles ou non, ça t'influence. Hein, donc, je suis passé à un bleu plus géométrique, qui est moins, où je suis moins dans des recherches matiéristes. Et je pense qu'il y aura encore d'autres états possibles du bleu. Et il y a eu aussi le bleu très poétique lié à ma rencontre avec Richard Robert, qui est poète et éditeur. Pour la petite anecdote, puisque Joël est là aujourd'hui, moi, pendant longtemps, le bleu, je ne l'ai jamais considéré comme autre chose que de la matière. Or, ce monsieur, le jour où il a vu ce bleu à l'occasion d'une de mes expositions, lui, il y a vu le cosmos. Donc, cette dimension cosmogonique, moi maintenant j'en joue, ça me plaît énormément d'en jouer. Et on a même poussé des expériences assez loin parce que il avait un copain prof de physique qui avait des instruments autour de lui, et c'est vrai que quand on a regardé le pigment au microscope, on s'est rendu compte que la microscopie pigmentaire révélait une apparence qui était comparable à celle du cosmos ou du fond des abysses. C'est là que ça devient intéressant, cette espèce de dialectique. Moi je reste avec mon bleu, lui il développe le sien. Donc c'est vrai que c'est tellement riche que pour le moment, ce que j'aurais tendance à faire, c'est à me dire, je veux m'ouvrir à d'autres choses, mais pas à une autre couleur. C'est-à-dire que je garde ma couleur bleue comme étant une syntaxe. Par contre, c'est des choses, on reparlait de la nature tout à l'heure, les pyrites qui sont ces formes géométriques qu'on trouve dans la nature directement. Ouais. Alors j'ai fait une concession à la courbe avec mon travail sur les billes. Et l'œil aussi. Alors l'œil, alors il y a évidemment toute cette problématique qui tourne autour de l'œil, puis surtout que désormais le lieu s'y prête particulièrement. Donc ça serait plutôt ces éléments de syntaxe qui viennent s'articuler autour du bleu et qui, quelque part, m'autorisent finalement à ne plus être totalement enfermé dedans. Si je dois prendre par exemple des colorations nouvelles, bon, bah, il y a cette espèce de dimension cuivrée de la pyrite. Bon, bah, la couleur cuivre, a priori, c'est plus la couleur bleue. Il y a l'argenture des billes. Mais voilà, tu vois, pour moi, c'est quand même pas des couleurs. Oui. Je m'autorise à ce qu'elles rentrent dans le processus, mais ce ne sont quand même pas des couleurs. Donc c'est plutôt des éléments voilà, qui viennent interférer, notamment des outils scientifiques. Peut-être de plus en plus, ça sera des rencontres avec des possibilités, voilà, encore une fois, de poétiser la science, donc des oscilloscopes, probablement aussi, puisqu'on est dans ce lieu qui est désormais tenu par des spécialistes de l'optique, des envies d'aller vers des lentilles, des sténopées, bon, voilà. Donc, je ne sais pas quel autre pigment je peux imaginer. Tu restes marié au bleu. Voilà, donc voilà, je reste marié au bleu. Fidèle. Voilà. Par contre, il y a eu une rencontre qui s'est faite, dont tu parlais tout à l'heure, avec Joël, et qui a travaillé en fait sur ton travail. Oui. Enfin, qui a fait. Alors, comment on peut appeler ça? Parce que c'est même pas moi qui pourrais en parler de ton travail, parce que c'est surprenant, parce que c'est très difficile de pouvoir arriver à attraper la couleur d'Alain Jacques. La preuve, c'est que moi j'ai fait une affiche, elle est quasi, enfin, elle est pas bonne du tout. C'est autre chose. Non mais c'est même pas autre chose. On peut même pas appeler ça quelque chose d'ailleurs. Disons qu'on a informé qu'il y avait Alain Jacques, mais voilà, on peut pas. C'est très difficile. Ben oui, comment? Parce que bon, la différence aussi, c'est que là, il y a une matière aussi. Quand Alain Jacques parlait d'un pigment, c'est un vrai pigment aussi. Et donc c'est ça qu'on ressent. Et moi, toute ma vie, en fait, même quand j'étais dans la promo aussi, je me suis toujours un peu battu pour avoir de la puissance et de la lumière en même temps, et sentir du volume. Ce qui m'intéressait, c'est plus le volume, la lumière. Voilà. Et j'ai toujours essayé d'œuvrer en essayant de trouver des techniques pour faire ressortir cela sur un support, quel papier. Mais enfin, là, en sachant que c'est absolument pas une gravure d'Alain Jacques. On est bien d'accord. C'est toi, en fait, qui as fait une photo. J'ai fait voilà, une photo d'une œuvre d'Alain Jacques, et j'ai essayé de la retransposer, en fait, là, comme
on ne peut pas dire comme une litho, parce que bien souvent, en fait, une litho, en fait, c'était l'artiste qui dessinait directement sur la pierre, et après qui était reproduit avec une encre grasse, en fait. Hein. Mais même en litho, on ne pourrait pas avoir c'est quasiment impossible. Il y a qu'un pigment. Mais c'est pour ça que, bon, là, j'ai une machine aussi, où il y a beaucoup de couleurs, où j'emploie pratiquement plus de couleurs primaires, parce que les couleurs primaires, c'est quand même pas des couleurs fraîches, si vous voulez. Hein. Donc on est obligé de partir sur des violets. Enfin, je pars sur des couleurs, comment appeler ça? Des rhodamines, bon, ça vous dit. Bon, vous voyez, des couleurs rhodaminées avec des jaunes citrons comme ça, pour surtout ne pas que ça puisse se salir. Et on voit bien, quand je démarque ce genre de choses, on a tendance à avoir un support assez violet en dessous. Hein. Et alors il suffit que, pourtant j'ouvre les buses au maximum après pour bleu, et c'est la couleur d'en dessous, si vous voulez, où je remets du bleu par-dessus, qui transpose et qui me redonne du volume. Ok, donc en fait il y a 6 couleurs, il y a plus de 6 couleurs? J'ose pas vous le dire. Ouais, combien il y en a? Il y en a 11. D'accord. Ok. C'est que des petites choses comme ça pour créer des vibrations. Et pour donner, si vous voulez, bon, je vais rentrer un peu dans la technique, mais si vous voulez, pour redonner des volumes, des points de netteté et des fuites comme ça, parce que c'est de tout, c'est d'essayer de trouver et de créer des profondeurs. C'est ça qui est compliqué sur une certaine place. Donc, il y a certains endroits, je fais des points nets, il y a des endroits sur très très peu, j'emploie la formule de Gauss. C'est-à-dire? Aléatoire. C'est le premier de Opticia, hein, vous connaissez bien. Diffusion aléatoire. Voilà. Et je le fais sur très peu. Et donc, finalement, en point de netteté, et j'emploie la formule de Gauss, et ce qui me donne une impression de profondeur. Et c'est le seul artiste avec lequel vous êtes obligé de... Non, parfois je l'emploie aussi pour d'autres choses. Parce qu'il est quand même Quand assez je veux créer des profondeurs, hein, bon, comme on parlait par exemple aussi de Talcott, comme ça. Non, pas Talcott, pardon. On parlait pour créer des matités, des choses comme ça, par rapport aux longueurs de la lumière. Là, c'est un des seuls moyens que je puisse faire. Ou alors, sans ça, il faudrait que je puisse employer de la silice colloïdale quand je vous fais dessus pour recréer ces profondeurs. Mais j'ai trouvé cette astuce avec la formule de Gauss de créer des profondeurs. Voilà. Bon, il faut juste préciser qu'au point de départ, on est tombé sur une impossibilité. C'était impossible de reproduire sur papier ce bleu-là. Donc on a accepté l'idée qu'à un moment donné, ce qui pouvait émerger du travail de Joël soit tout à fait autre chose. Et donc du coup, on est surpris de voir ce que son exploration donne. Donc de quelque chose d'impossible, on a finalement formulé autre chose. Oui. C'est une transposition. C'est une transposition. Voilà, et on est dans l'esprit. Comme un Oui, musée. vous êtes On est quand même dans le entrelignés presque à 4 mains, tout en faisant totalement... Voilà, c'est ça qui est bien. recréation. Parce que tout seul, je ne peux rien faire. Oui, oui. Et voilà, et voilà. Ça donne Voilà, et comme je vous disais, ce qui m'intéresse, moi, c'est la puissance, la lumière. ça donne l'élan. Et malgré que ça soit très compact, tout se décroche. C'est ça qui est extraordinaire. Et qui plus est sur ce papier. Hein. 4 mains, 11 couleurs, quelle pagaille. C'est incroyable. Oui, chaque couleur comme C'est un ça charivari. me donne, pour le noir comme ça donne un peu de la puissance et ça donne de l'épaisseur en même temps, vous voyez. On avait vu déjà un petit peu. Étonnante. Oui. Surréaliste. Au sens classique, comme si nous étions frappés par le tonnerre. Limite surréaliste parce que c'est vrai que on a du mal à croire que c'est fait par un être humain, quoi, à la limite. Que ça a été... Non, mais c'est vrai, on pourrait imaginer que, bon, voilà, c'est... Mais voilà, c'est pour ça que je dis, c'est l'anatomie pour moi. J'ai l'impression que tu joues, t'es un peu un alchimiste, un peu un sorcier.
Mais comme il disait au Il a départ, dit chimie, quand, il a pas quand- dit- quand il disait au départ, il est tombé dans la marmite aussi. Oui. Là. Mais c'est un Gaulois. Voilà. Mais la sorcellerie, c'est jamais très éloigné du monde de l'art. Hein. Ah, voilà. Je pense qu'il n'y a que des sorciers. C'est amusant ce que tu dis parce que je me suis dit, je lui pose la question s'il était tombé quand il était petit dans la marmite ou pas. Voilà. Donc j'ai dit, je ne le ferai pas. Mais bon, tu l'as Bon, fait bah. avant moi. Mais c'est vrai que c'est ça, pour moi, c'est vraiment un apprenti sorcier. Ouais. C'est- Oui, mais en même temps, il s'en méfie. Oui. Parce qu'il y a de l'humour aussi dans votre œuvre, je trouve. Ouais. Ouais, la méfiance, c'est. Oui, c'est un. On dit, chacun voit absolument ce qu'il veut y voir, chacun prend, donc comme ça tout le monde est content. Quoi. Bon. J'espère que ça vous a plu à tous. Que vous avez, Merci. si vous avez d'autres questions à poser à Alain Jacques, c'est le moment ou jamais parce qu'on ne l'a pas souvent sous la main quelque part. Et Non, c'est non, vrai mais- que c'est chouette de pouvoir. Et alors, par contre, Alain Jacques, bon, je connaissais ton travail, je voulais juste te dire que merci parce que j'ai découvert le polyèdre là-bas. Mais je suis tombée amoureuse. C'est exceptionnel. C'est là où on voit la magie. Quand on voit ça, pour moi, c'est complètement Alors, magique. Moi, je vais quand même rajouter une chose, c'est que dans la galerie, je vous remercie parce que les œuvres sont mignon. particulièrement bien éclairées. Ouais. C'est pas toujours évident d'avoir un très bon éclairage, c'est toute la complexité de la chose. Et là, c'est quand même assez spectaculaire. Moi, mon Ah oui. polyèdre, je l'ai jamais vu comme ça. Ah bon? Non. C'est vrai, franchement. sincèrement? Je pensais Ouais, que... sincèrement, parce que tu le vois toujours avec d'autres variations. Mais Oui, là, il y a oui. quelque chose que j'avais pensé à l'époque qui est difficile à restituer et qui sort très bien. Mais bon, c'est aussi lié à la qualité de la lumière qui éclaire la composition. Hein. C'est que tu le veuilles ou non, Ouais. il faut trouver le juste milieu. Et c'est vrai que sur cette œuvre-ci, c'est quand même assez frappant. Ah oui, oui. Là, ça m'a... Quand il l'a mis au mur et que je suis arrivée, ah mais ça m'a perturbée. Vraiment, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? On a l'impression de se retrouver, comme tu disais, en enfance, quand on avait ces fameuses cartes, presque en 3D. On jouait avec ces cartes-là. Bon, c'est superbe. En tout cas, merci Bah, écoute, non, Alain. mais merci. Jacques. Merci à vous. Non, merci à toi. beaucoup à vous. Merci Alain Jacques. Tu nous as... Ah oui, Non, merci vraiment. à vous. Merci. Puis bon, à l'intérieur, j'en ai fait plusieurs, et puis après vous avez le livre. Quoi. Donc c'est sur l'œil du carré, j'ai vraiment cherché à illustrer l'œil du carré, donc j'avais fait des dessins alors qui renvoient, vous voyez, le petit point, ce fameux petit point là qui... Oui. Le fameux petit... Ouais, voilà, hein, qui perturbe la Au vision. croisement, là. Exactement, qui est- au croisement de... Oui, qui fait des circulations. Voilà. Et après, bah, c'est l'ouvrage, mais voilà, c'est le plaisir de faire de beaux objets, donc grâce à Joël, donc l'original. Voilà. Ah mais c'est encore un coup à jouer cette affaire. C'est magnifique. Bah Eh ben oui, parce que c'est Joël qui imprime. D'accord. Voilà, c'est Joël qui C'est imprime. beau travail. Hein. Et une quatrième personne du vaisseau de l'improbable qui a réalisé en fait Oui, la la structure, ouais. la structure en métal. En métal. Et qui a gravé en fait un Parce que extrait. c'est guilloché, en même Ouais. temps, Bon, c'est très voilà, enfin bon, on s'amuse bien quoi. L'œil du carré. L'œil du carré, donc en fait c'est le troisième ouvrage. Voilà, à chaque fois avec les éditions de l'improbable, puisque je ne peux pas faire de catalogue comme des catalogues d'artistes, quoi. C'est impossible puisqu'on ne peut pas reproduire les bleus. Et bien on s'est dit, on fait des pièces uniques, quoi. Après, vous savez, aujourd'hui les artistes n'ont pas forcément besoin de catalogue avec Internet, tout ça. Donc plus de catalogue, mais des livres d'artistes.